Je m'appelle Clara Heger, j'ai 33 ans et donc je suis la candidate du mouvement citoyen Espoir RIC à l'élection présidentielle 2022. Dans la vie professionnelle, je suis professeure en relations internationales à l'université de Groningen, dans le nord des Pays-Bas, où j'enseigne les sujets relatifs au poids et à l'influence des citoyens en politique étrangère. Voilà, ce qui m'anime, c'est de comprendre comment les citoyens peuvent jouer un rôle beaucoup plus fort de décision dans un domaine où souvent on dit c'est le domaine réservé des gouvernements, qui est la politique étrangère. Mon parcours, je pense au-delà des spécificités de mon métier, mais qui sont celles de tous ceux qui exercent des métiers particuliers, est assez classique de celui d'une citoyenne qui se heurte au quotidien à une série d'obstacles quand elle veut mener des projets qui sont pourtant très simples et aussi très positifs pour la vie collective en général. Et c'est un peu ça qui m'a poussée à comprendre comment on pouvait avoir des outils démocratiques qui donnent vraiment un rôle et un pouvoir bien plus fort aux citoyens sur leurs élus et sur leur système politique. Parmi les expériences un peu qui ont fait figure de déclic pour moi, voilà, moi j'ai grandi en zone rurale, dans une petite commune d'Ardèche, et j'ai vu cette commune perdre ses services publics à mesure que je grandissais. Voilà, quand j'étais enfant, à la fin des années 80, il y avait encore beaucoup d'activités, beaucoup d'animations. Et puis à mesure que les pouvoirs des communes se sont réduits, on a perdu aussi en qualité et en service public. Donc j'ai essayé quand même de comprendre pourquoi. J'ai fait des études donc en sciences politiques à Sciences Po, pour une bonne et une mauvaise raison. La mauvaise raison, c'était par goût du défi, puisque quand je cherchais un peu une voie d'études, on m'avait dit mais jamais une ardéchoise n'ira à Sciences Po. Donc j'ai dit quitte, allez, allons-y, allons voir si c'est si difficile que ça. Et puis c'était aussi pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on disait en fait dans ces écoles-là, qu'est-ce qu'on y apprenait, qu'est-ce qu'on disait à ceux qu'on décrivait comme l'élite. À l'époque, je m'étais orientée dans des métiers autour de l'action humanitaire, peut-être un peu naïvement. Voilà, j'avais vraiment envie de comprendre comment on pouvait tisser plus de solidarité directement entre les peuples. J'ai eu des premières expériences dans des grosses ONG humanitaires où j'ai été très déçue parce que j'y ai pas trouvé en fait ce que j'y cherchais, c'est-à-dire le côté pouvoir citoyen, engagement, contact auprès des populations, même s'il y a des gens absolument super et très engagés qui travaillent dans ces ONG, ça reste de grosses machines, de grosses bureaucraties qui sont un peu empêtrées dans la réponse aux exigences des financeurs. Donc voilà, après mon master, je me suis lancée, j'ai fait du volontariat dans l'action sociale et ça a été quand même un déclic assez fort puisque le projet dans lequel je m'étais engagée, qui s'appelait Cause Commune, qui était à l'époque porté par le Secours catholique dans la ville de Grenoble, l'idée c'était de soutenir des mobilisations d'habitants qui visaient à améliorer le quotidien. Et les projets étaient vraiment d'une banalité assez criante. Installer une aire de jeu, par exemple, pour les enfants dans des quartiers très isolés, en cherchant d'ailleurs soi-même les financements, travailler sur la réhabilitation des logements qui étaient insalubres. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, trouver une idée, monter un projet, c'était facile. Mais après, ce qui était très difficile, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce que les habitants avaient le droit ou pas de faire, qu'est-ce que les mairies avaient le droit ou pas de faire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Dans un pays comme le nôtre, on peut pas à chaque fois qu'on veut monter un projet se rendre compte en fait que c'est un labyrinthe, un peu les 12 travaux d'Astérix pour comprendre quelle est la marge de manœuvre qu'on a et qui est très faible. Donc c'est pour ça que j'ai fait une thèse, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui expliquait que nous, citoyens, avons si peu de pouvoir sur notre quotidien et puis sur des décisions plus éloignées de politique étrangère. Et puis le second, je crois, déclic fort, ça a été, j'ai pris mon premier poste universitaire après mon doctorat à Genève. Et là, j'ai vu ce que c'est qu'un système politique où les citoyens ont du pouvoir, en fait. J'ai vu que parce que les citoyens suisses ont plus de droits que les Français, ils ont le droit notamment d'écrire des lois constitutionnelles, de les voter directement, d'abroger des lois, on y reviendra sans doute. Eh bien, ils sont beaucoup plus respectés des élus, il y a un dynamisme beaucoup plus fort, on parle de politique partout. Et je me suis dit, waouh, c'est assez génial. Mais j'avais pas mis
le mot à l'époque sur l'outil, le référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est venu avec une rencontre plus personnelle avec Raoul Maniberton, qui lui est un expert des systèmes démocratiques, qui travaillait, qui connaissait le RIC depuis longtemps, et qui m'a vraiment orienté, amené, donné ce goût pour le RIC. Et le mouvement des Gilets jaunes nous a donné peut-être une visibilité à tous les deux plus forte, parce que nous, voilà, on est des universitaires, donc quand on a vu la revendication de RIC sortir du mouvement des Gilets jaunes, c'est très rare en fait qu'un mouvement social se cible vraiment sur une revendication institutionnelle. On s'est dit, c'est génial, quoi. On vit un moment historique, on s'est mis à manifester, et on a été vraiment outrés par la réponse des médias et du pouvoir politique à une revendication qui était une revendication de droit, qui se pratiquait d'ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres pays depuis longtemps. Et donc on a écrit un livre pour un peu mettre fin à toutes les fake news qui étaient dites sur le RIC. Alors il y en a eu quand même un grand nombre. Et voilà, ce livre nous a rendu visibles, on a été invités pour le présenter. Et donc on est venu nous chercher aussi pour soutenir des associations et des démarches plus politiques. Donc, mon premier engagement, on va dire, de candidate, ça a été dans une liste aux européennes qui s'appelait le Mouvement d'initiative citoyenne, qui était une liste tirée au sort. J'ai été tirée au sort seconde sur la liste et Raoul Maniberton était le porte-parole de cette liste. Donc ça a été un peu le premier moment où on s'est heurté à la difficulté que c'est pour une liste citoyenne de faire campagne. Et puis au moment des élections présidentielles de 2022, je crois qu'il faut vraiment dire d'emblée que moi, j'ai pas fait le choix d'être candidate, j'y pensais même pas et c'était vraiment pas quelque chose qui me portait ou m'animait particulièrement. Je pense qu'il faut être, j'aime bien dire qu'il faut être un peu fou pour se présenter à ces fonctions-là, c'est beaucoup de responsabilités, c'est aussi une campagne qui est éprouvante, qui est exposante. Et on est venu nous chercher tous les deux, Raoul et moi, et c'était un noyau à l'origine de personnalités qui représentaient des groupes actifs sur la question du référendum d'initiative citoyenne. Il y avait Yvan Bachot qui défendait le référendum d'initiative citoyenne, qui a même inventé le nom référendum d'initiative citoyenne depuis les années 80. Patrice Weigel qui représentait l'association à la fois Article 3 et Opération Article 3 devenue Opération RIC, Léo Giraud, et puis un ami de Suisse, Pierre-Alain Bruchet, qui milite à la fois, qui a une chaîne qui s'appelle Démocratie d'abord, et qui milite pour vraiment défendre la démocratie directe en Suisse et l'instaurer en France. Donc on nous a fait la proposition de porter une candidature qui était vraiment uniquement ciblée sur la revendication du pouvoir citoyen, du droit des citoyens à décider, à avoir la main sur les règles du jeu politique. On a défini le projet avant de choisir le candidat ou la candidate. Et puis voilà, donc la proposition étant faite à Raoul et moi, la division du travail s'est fait que je serais la candidate et que Raoul serait l'idéologue, celui qui est à l'origine de toute la stratégie et la structuration d'Espoir et qu'on fonctionne énormément en duo. Donc voilà, ce qui me porte dans cette campagne et pourquoi je me suis lancée, pourquoi j'ai accepté. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, aucun élu n'a la volonté ni intérêt à défendre l'idée que le problème dans notre pays, c'est que nous, citoyens, n'avons pas assez de pouvoir. Nous n'avons pas de droits. Et parce que nous n'avons pas de droits, nous ne sommes pas craints des élus et nous ne sommes pas respectés. Et un mouvement citoyen, c'est celui qui vraiment défend cette idée-là, défend le fait de dire, moi en tant que citoyen qui subit les décisions des élus, la seule chose que je peux faire, c'est me dresser et être un peu dans cette campagne le poil à gratter, celle qui interpelle les élus sur comment ils conçoivent, parce qu'aujourd'hui personne ne se dit bien sûr contre la démocratie et le pouvoir des citoyens. On trouve des excuses, on dit non mais il faut faire de l'éducation d'abord, il faut d'abord donner du pouvoir d'achat, on évite un peu le sujet ou on l'ajoute en petits caractères dans les programmes. Donc si on n'a pas un mouvement citoyen pour rappeler à l'ordre les élus, faire de l'éducation des élus et des médias sur ce sujet, en fait, cette problématique qui est vraiment majeure ne sera jamais abordée. Donc voilà, c'est ce qui me porte dans cette campagne, c'est l'idée de dire à un moment donné, quand on a des convictions, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort. Ma zone de confort à moi, c'est celle d'une prof qui sait écrire des tribunes, faire des cours et qui là se lance dans un exercice inédit, c'est-à-dire faire campagne, mais faire campagne pour une cause qui me paraît transcender toutes les autres et être la cause première, c'est-à-dire celle de notre pouvoir et de nos droits dans notre pays.